Bonjour, meilleurs vœux pour 2018, première vidéo sur la chaîne Tanner45. Je filme ça dans le bureau Tanner38 parce qu'il faut que tout soit décalé et un peu compliqué, pas simple. Cette vidéo, c'est une vidéo, je rends des livres, je ne sais plus d'ailleurs quel numéro, si je regarde, voilà j'en ai fait 5 déjà, c'est donc je rends des livres numéro 6 et je rappelle le principe, avant de rendre des livres à la BU, je les présente brièvement. Il y a toujours dans ces séries-là des livres que je n'ai pas lus, ou que j'ai seulement feuilletés, ou que j'ai lus partiellement. C'est le principe du travail avec des livres en bibliothèque. Un livre que je n'ai pas du tout lu, et qui était dans les paquets cadeaux surprise, mais que mon épouse, qui est fan de BD, a lu, Jaime Martin, Jamais je n'aurai 20 ans. Publié chez je sais pas qui. Si je dois faire un petit peu. Traduit de l'espagnol par Elisa Renouille. Il ne faut pas oublier les traducteurs. Et c'est publié chez Dupuis. Un livre de photographie, The Land That Remains, de Federico Bussonero. Et Federico Bussonero, comme son nom l'indique, c'est un photographe italien qui en fait a fait une série de photos de sites palestiniens occupés suite à une commande de l'UNESCO. Et je lis la quatrième, plus exactement, je lis le début de la quatrième de couverture. The Land That Remains is a photographic study commissioned by UNESCO to document culturally significant sites in occupied Palestine with neutrality. Federico Bussonero insightfully steers into territory rarely seen, a Palestine that is personal, poetic and subtly painful. Ce qui m'a un petit peu étonné, parce que là j'ai regardé pas mal les photos au tout début des vacances de Noël, c'est l'idée même que l'UNESCO ait pu passer commande à un photographe et qu'un photographe ait pu accepter ça, de livrer un documentaire, c'est-à-dire de répertorier ou d'archiver des sites d'une grande importance culturelle de la Palestine occupée, mais de les archiver, de les documenter with neutrality, d'une façon neutre, comme si c'était possible. Je vais quand même montrer certaines de ces photos. Celle-là est très très belle par exemple. Je ne sais pas si on la voit très bien, mais voilà. Ça s'appelle La route d'Iskaka, The Road to Iskaka. Donc ça c'est Federico Bussonero, The Land That Remains. Un livre que j'ai lu presque en entier, que j'ai lu en tout cas nettement plus attentivement en le comprenant mieux que Alain Finkielkraut, What the Internet is Doing to Our Brains, The Shallows de Nicholas Carr. Et donc Nicholas Carr, c'est un spécialiste notamment des médias, mais pas seulement. C'est aussi un neuroscientifique. Et ce livre a été traduit, je crois, en français par quelque chose comme Pourquoi Internet nous rend idiots, quelque chose comme ça, il faudrait que je vérifie. Internet rend-il bête? Voilà, la traduction du titre, la traduction française, c'est Internet rend-il bête? Il se trouve que j'ai appris l'existence de ce livre en écoutant, pas en entier parce que ça a fini par m'agacer, l'entretien entre Alain Finkielkraut et le Premier ministre Édouard Philippe lors d'une émission récente de Réplique sur France Culture, et dans lequel vraiment la suffisance et la superficialité de Finkielkraut n'ont jamais été aussi importantes. Il parlait vraiment à peu près de tout sans savoir. Et notamment, il a donc cité ce livre, Internet rend-il bête de Nicholas Carr. Il a dû, je pense, s'arrêter au titre, comme les mauvais étudiants, ou en tout cas ne pas savoir quoi en faire, parce qu'il a expliqué que Nicholas Carr démontrait point par point que la lecture par les livres est une lecture qui rend plus intelligent, alors que la consultation d'Internet rend beaucoup plus, rend idiot, rend bête, comme le veut le titre français. Alors le titre anglais est quand même beaucoup plus subtil, The Shallows, c'est-à-dire c'est des eaux peu profondes, et What the Internet is Doing to Our Brains. Alors s'il est vrai qu'il s'agit d'un essai qui reprend de manière très critique la question des phases d'attention, de la question de la lecture sur écran, le fait qu'on lit différemment, qu'on ne lit plus en profondeur, qu'on lit d'une manière qui est une manière de collage par Sauze et Agamben d'Aurélie Montaigne, comme quoi c'est peut-être pas si récent que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réponse n'est pas du tout qu'Internet rend bête. Voilà, c'est simplement qu'une certaine pratique du collage et une certaine pratique des sauts de puce à travers des
dizaines de sites ou des dizaines d'applications ne permet pas l'approfondissement. Mais ça, on le sait tous, bien entendu. Je crois qu'il n'y a quasiment personne qui utilise Internet comme seule et unique source, en tout cas parmi, on va dire, les gens un peu sérieux, comme seule et unique source d'information. Donc l'essai de Nicholas Carr est tout à fait passionnant, et ça, la traduction française a déjà un titre un petit peu trompeur, bien entendu vendeur, hein, c'était le but, Internet rend-il bête? Mais la réponse n'est pas du tout oui, en fait. Et si ça a été bien traduit en français, et si Alain Finkielkraut avait pris la peine de le lire au lieu de se contenter d'en voir le titre à l'étalage d'une librairie ou dans un journal, il saurait que Nicholas Carr ne dit pas du tout qu'Internet rend bête. La réponse est beaucoup plus complexe que ça, et je vous invite à lire ce livre de Nicholas Carr, What the Internet is Doing to Our Brains. Un livre dont j'avais déjà parlé, que je n'ai toujours pas rendu, c'est, comme je l'ai déjà dit, une de mes bibles, hein, un des derniers textes, plus exactement, c'est pas du tout un des derniers textes de Gertrude Stein, mais c'est un des textes posthumes de Gertrude Stein, A Novel of Thank You. Il est temps de m'en reséparer, mais je le réemprunterai bientôt. Une biographie de Gertrude Stein, la biographie de Gertrude Stein par Elizabeth Sprigg. Et je me suis arrêté au chapitre 10 parce que j'ai pas eu le temps d'aller plus loin pour l'instant. Voilà, ça date de 1957, donc à peine 10 ans après la mort de Gertrude Stein. Et c'est une biographie assez bien écrite et très informative, très américaine en un sens. Et je voulais juste citer un passage à propos de l'écriture automatique. C'est au bas de la page 93, si je réussis à lire mes pattes de mouche. Mabel Dodge tells how Gertrude wrote at night after everyone else was asleep, leaving the pages for Alice to type first thing in the morning. Then she and Gertrude would always be so surprised and delighted at what she had written, for it had been done so unconsciously, she'd have no idea of what she'd said the night before. Donc là, le témoignage de Mabel Dodge insiste sur le fait qu'au réveil, Gertrude et Alice B. Toklas étaient toujours surprises de ce qui avait été écrit parce que ça s'était fait dans un état d'inconscience, so unconsciously. And although Gertrude Stein, et ça c'est à nouveau la biographie qui reprend la parole, and although Gertrude Stein always asserted that her writing was in no way automatic, she did also tell her friends that she wrote down whatever came into her head and stopped when the flow ceased. Donc on a une sorte de paradoxe sur une des expériences d'écriture de Gertrude Stein, qui s'est toujours défendu de faire de l'écriture automatique, mais qui en revanche décrit une partie de sa pratique d'écriture comme totalement indistinguable de l'écriture automatique, ou indistinctible, ou qu'on ne peut distinguer, je sais pas, de l'écriture automatique. Un fort volume que j'ai beaucoup feuilleté, parcouru, c'est une anthologie de la poésie de ces 50 dernières années. Un nouveau monde, ça s'appelle, Poésie en France, poésie au pluriel, c'est le sous-titre, 1960 et 2010, et les deux maîtres d'œuvre de cette anthologie sont bien connus. Il s'agit d'Yves Dimano et d'Isabelle Garon, et comme Yves Dimano a repris depuis maintenant plusieurs années la grande collection de poésie de chez Flammarion, on ne s'étonnera pas qu'un des petits bémols que j'apporte à cette anthologie, c'est là une forme de surreprésentation des auteurs Flammarion. Quand on est un poète un peu mineur, mais qu'on est chez Flammarion, on a plus de chances de se retrouver dans cette anthologie que si on est un tout petit peu plus intéressant, mais qu'on n'a pas la grande chance d'être, le grand bonheur d'être publié ou édité par Yves Dimano. Bon, ça c'est un petit peu inévitable. Ce qui est un peu curieux dans ce livre, ce sont les notices qui sont très très longues, et qui sont souvent pas du tout objectives, enfin qui ont une forme un petit peu qui malheureusement semble témoigner d'un esprit un peu, je sais pas, parisien, d'entre-soi. Enfin moi je déteste ça à titre personnel. Il y a des sortes d'allusions à telle ou telle lecture publique, à telle ou telle rencontre entre les auteurs de l'anthologie et le poète. Donc tout ce petit monde a l'air de bien se connaître, et pour la plupart d'entre eux de se fréquenter dans des cocktails, et finalement le lecteur de l'anthologie n'en a pas grand chose à faire, donc c'est un peu désagréable quand même. Alors cela dit, c'est un livre dont je ne connaissais pas l'existence, que j'ai découvert parce qu'il était mis en avant sur les présentoirs par le personnel de la BU. C'était, je pense, au deuxième étage, même à l'extérieur de l'ascenseur, pour ceux qui connaissent. C'était une belle découverte parce que c'était
C'est une anthologie qui coûte 39 € et j'attendais de voir si par hasard on ne me l'offrait pas pour Noël, et comme on ne l'a pas offert pour Noël, eh bien je vais me l'offrir pour Noël. J'ai vu qu'elle était chez mon libraire, donc ça veut dire que c'est une anthologie qui m'a quand même convaincu, notamment parce qu'il y a un très grand nombre de poètes que je ne connaissais pas ou que je connaissais seulement de nom et que j'ai découvert. Par exemple David Lespiot, dont on trouve quelques poèmes à partir de la page 1417. Oui, c'est un livre qui fait pas loin de 1600 pages. Voilà, donc David Lespiot, j'ai bien aimé. Cécile Ménardi aussi, qui est vraiment une découverte pour moi, et ça n'a pas l'air mal du tout. Et puis, bon, il y en a plein d'autres. Hein. Je dois avouer que j'ai pas mis de marque-page. Ça commence dans les années 60, donc bien sûr, on n'est pas très étonné d'y retrouver Roubaud, Reda et tant d'autres importants. Roger Giroud, voilà, enfin il y en a. Jean-Philippe Salabreuil, dont il était question récemment sur Facebook, où un ami Facebook disait qu'on ne parlait pas assez de Jean-Philippe Salabreuil, et je suis tout à fait d'accord. Et ça commence, on va dire, presque avec André Duboucher, et ça se termine donc avec Marie-Louise Lachapelle, peut-être. Marie-Louise Lachapelle, qui est née la même année que moi, donc c'est pas si jeune que ça. Ils ne sont pas allés chercher forcément des... Non, ça se termine avec Pierre Vinclair, qui est né en 1982 et qui est donc beaucoup plus jeune que moi, et que je ne connais pas du tout, et qui est un auteur flammarion, à la surprise générale. Et non, en fait, il y a même Pauline von Esch, je dis des bêtises. Pauline von Esch est également présente ici. Et j'ai choisi, juste tiens, pour l'occasion, de vous lire un extrait de Cécile Ménardi. La pluie, c'est beaucoup de gouttes qui tombent en même temps, puis on prend les mêmes et on recommence, puis on prend les mêmes encore pour toujours recommencer, puis on fait un raccord, puis c'est l'infinitif de narration de pleuvoir qui le dit le mieux, et moi de penser à toi constamment sans raccord, sans boucle, mais constamment. C'est le 4e fragment de l'Armature de Phèdre de Cécile Ménardi. Donc voilà, pour les amateurs de poésie française contemporaine, un ouvrage qui compte, Un Nouveau Monde, l'anthologie d'Yves Dimano et d'Isabelle Garon. Je termine, ou presque, et j'en avais parlé la dernière fois déjà, de Gabrielle Roy, grande écrivaine, romancière québécoise du XXe siècle, dont j'ai appris l'existence, comme souvent, grâce à François Bon. Et je voulais dire que voilà, j'avais parlé la dernière fois d'un ou deux textes d'elle qui ne m'avaient pas particulièrement enthousiasmé. Et il y en a vraiment un ici qui est très très beau, La Montagne Secrète. Celui-là, il est vraiment très très beau. La troisième partie est un petit peu plus faible, je trouve, ça perd un peu en intensité. C'est l'histoire d'un peintre autodidacte dans le Grand Nord canadien qui mène une sorte de vie de trappeur assez marginale dans la vie sauvage, mais qui développe des véritables compétences de dessin qui émerveillent tout le monde, et qui finit, après un certain nombre de péripéties autour desquelles il rencontre cette montagne, justement, qu'il met en image. Il se retrouve à Paris. Oui, on est rue des Tanneurs, donc il y a souvent, quand on fait cours sur la rue des Tanneurs, ou quand j'ai des rendez-vous importants ici dans le bureau, c'est toujours pénible. Donc c'est pareil pour la vidéo, c'est pénible aussi. On a les sirènes un peu tout le temps. Voilà, qu'est-ce que je disais? Je disais que Pierre, le personnage principal de La Montagne Secrète, ce peintre autodidacte, finit ses jours en fait à Paris, où il est allé essayer en fait d'intégrer les écoles des beaux-arts, où il rencontre un maître, etc. Il y a toute cette espèce d'ambiguïté sur le fait que peut-être on ne sait pas très bien finalement s'il a appris quelque chose, s'il apprend quelque chose, ou s'il se rend compte que ce qu'il avait de plus fort, ce qu'il avait de plus puissant en lui de création, il l'avait en fait appris au contact des éléments et au contact notamment des montagnes du Nord. Et je veux lire un extrait du chapitre 9 dans la première partie. Tout autre était la préoccupation de Pierre. À travers ce cruel hiver, la faim et les nécessités lui laissaient-elles quelques instants, il se tourmentait au sujet de l'eau. Comment imiter ces 1000 effets de légèreté, de densité, d'animation ou de calme? Il tarda à essayer ses peintures, sans doute craignait-il trop ne pouvoir se relever d'un échec. Enfin, un soir que le blizzard depuis plusieurs jours les tenait enfermés, à ces grincements horribles du vent, à cet accompagnement, il se mit en frais de peindre un songe d'été. Les pinceaux ne se maniaient pas comme les crayons devenus si dociles à ses doigts. La peinture était matière autrement rebelle. En outre, Pierre devait songer à la ménager, désolé infiniment d'en gaspiller.
Où, ces couleurs épuisées, s'en procurerait-il d'autres avant le prochain été? En fin de soirée, Steve vint regarder le travail en cours. Il entra dans une vive surexcitation. « Mais c'est mon vieux Sigurdsson, c'est son bateau. Et voici le bon vieux lac. » En silence, Pierre considérait à la lumière d'un impérieux désir intérieur sa gauche esquisse. À presque 30 ans d'âge déjà, il en était venu un jour à comprendre que ses efforts devaient tendre à cerner et à exprimer les choses les plus simples. L'eau, le feu, les flammes, le ciel. Et ces choses n'étaient pas simples. Ou peut-être alors la simple vérité était-elle la plus difficile à démontrer. La montagne secrète de Gabriel Roy, page 77. Et j'avais dit que je terminais presque là-dessus, parce qu'en fait, je termine sur autre chose. C'est pour rendre hommage à un autre ami, André Markovitch, que beaucoup, bien sûr, parmi vous qui me regardez, fréquentent et connaissent évidemment son admirable travail de traducteur et en parallèle son admirable travail sur Facebook, ses partages, ses chroniques, partages sur Facebook. Un des derniers ouvrages publiés, une des dernières traductions publiées d'André Markovitch, c'est une nouvelle traduction de Holocaust de Charles Reznikoff, le poète américain, et c'est une deuxième traduction, mais je ne connais pas la première. Mon libraire Laurent Évrard m'a dit que la première était très bien, en fait, voilà, donc qu'il me la prêterait pour que je puisse un petit peu y jeter un œil. Et j'ai donc décidé, si je ne me suis pas trompé, si en fait je me suis peut-être trompé. Attendez, il faut juste que je me vérifie. Ouais. De vous lire le texte, un extrait de la 6e partie de Holocaust en anglais et dans la traduction d'André Markovitch. A railroad station with only 2 platforms against a hill of yellow sand. No dead to be seen that day, or any day if possible, at any rate only briefly. But the smell of the region, even on the main road, pestilential. Next to the station, a barracks marked cloakroom, and a door marked valuables. And in the open, a corridor 500 feet or so long, with barbed wire at both sides and a signboard to the baths. At the end, a house like a bathhouse with concrete troughs to the right and left, in which geraniums were growing, and on the roof, the Star of David in copper. After climbing a small staircase, 3 small rooms, hardly 6 feet in height. In the morning, the freight train arrived, 45 cars. Almost 7,000 had boarded it, but now some were dead. When the train stopped, 200 Ukrainians, doing as they were ordered, opened the doors and with leather whips drove the living out. And through a loudspeaker, all who had come on the train were ordered to undress and hand over eyeglasses and false teeth, nothing to be wasted. And a little Jewish boy handed out pieces of string to everyone to tie their shoes in pairs. All money and whatever valuables they had were to be handed in at the door marked valuables, and women and girls were to go to the hairdressers, who with 1 or 2 strokes cut off their hair, and this was put into large bags to be used for mats. Nothing lost or wasted. The men and women were marched along the corridor between the barbed wire. Naked men and women, mothers with babies at their breasts, frightened children of all ages, and behind them Ukrainians with guns. Ça fait pas rien de lire ça. En français, une gare avec seulement 2 quais, au pied d'une colline de sable jaune. On ne voyait pas de morts ce jour-là, comme n'importe quel autre jour dans la mesure du possible ou alors pour peu de temps. Mais l'odeur dans tout le pays, même sur la route principale, pestilentielle. Près de la gare, une baraque avec une inscription vestiaire et une porte marquée objet de valeur. Et puis à ciel ouvert, un couloir d'environ 500 mètres entouré de barbelés des 2 côtés et une pancarte vers les douches. Au bout, une maison ressemblant à des bains publics avec des bacs de ciment à droite et à gauche où poussaient des géraniums, et sur le toit, une étoile de David en cuivre. Après, un petit escalier, 3 petites pièces d'à peine 2 mètres de haut. Au matin, le train de marchandises est arrivé, 45 wagons. Ils étaient environ 7000 à bord, mais certains étaient déjà morts. Quand le train s'est arrêté, 200 Ukrainiens, obéissant aux ordres, ont ouvert les portes et avec des fouets en cuir,
ont poussé les vivants dehors. Puis par haut-parleur, ceux qui venaient d'arriver du train ont reçu l'ordre de se déshabiller et de donner leurs lunettes et leurs fausses dents. Rien ne devait se perdre. Et un petit garçon juif tendait à chacun des bouts de ficelle pour nouer leur paire de chaussures. Tout l'argent ou les objets de valeur qu'ils possédaient devaient être confiés à la porte marquée « Objet de valeur ». Et les femmes et les petites filles devaient aller chez les coiffeurs, lesquels, d'un ou deux coups de ciseaux, leur coupaient les cheveux, dont on bourrait de grands sacs qui servaient à fabriquer des paillassons. Tout doit servir, rien ne se perd. Puis les hommes et les femmes empruntaient le couloir entre les barbelés, des hommes et des femmes nus, des mères, leurs bébés dans les bras, des enfants de tous âges, terrorisés, avec, derrière eux, des Ukrainiens, armes au poing. Ainsi se termine ce 6e volet de la série « Je rends des livres », parce qu'effectivement, j'ai dû faire venir de la bibliothèque universitaire Diderot à Lyon cet exemplaire du texte original de Holocaust de Charles Reznikov. Et donc je vais le rendre aujourd'hui. La traduction d'André Markovitch, elle est à moi. C'est mon livre. Voilà. À bientôt. Et meilleurs vœux.